Bonsoir. Donc je pense qu'Arnaud, comme moi, nous sommes très heureux d'être ensemble ce soir devant vous, d'autant plus que nous allons pouvoir prouver à un certain nombre de nos amis que oui, nous sommes bien deux et qu'il n'y a pas un pseudonyme derrière nos deux noms, et que nous existons bien par nous-mêmes tous les deux. Voilà, donc on va rapidement commencer et pas perdre de temps puisqu'on est un peu en retard. Peut-être d'abord par 2-3 questions, puis ensuite on se lancera dans la lecture, et puis on rebondira sur cette lecture avec 2 autres questions et peut-être la parole laissée au public. Dans un premier temps, peut-être pouvez-vous revenir sur le contexte de création de Des Lions comme des danseuses, qui était, il me semble, une commande en fait à l'origine de la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société. Bonsoir. Oui, effectivement, c'était une commande, et c'était une commande qui n'avait rien à voir avec cette question-là, puisque l'idée de cette commande était en fait d'inviter des écrivains à réfléchir à une refondation de l'identité européenne, c'est-à-dire de proposer à des écrivains de faire entendre leur voix, l'Europe semblant en panne, c'est le moins qu'on puisse dire, de voir si du côté de la littérature, et non pas du côté des penseurs politiques, il n'y avait pas peut-être un vivier d'idées ou de propositions sérieuses ou saugrenues pour essayer de réinventer l'Europe. Et j'avais cette commande et qui m'embarrassait à vrai dire un petit peu. J'étais heureux qu'on invite des écrivains à réfléchir sur ça, mais qui m'embarrassait au sens où j'ai au moins cette conviction-là que la littérature n'a rien à voir avec l'ordre du discours et qu'elle doit même au contraire s'en méfier, puisque la littérature est du côté d'une parole polysémique normalement, et que le discours évidemment cherche au contraire à fuir cette ambiguïté-là. Et donc je voyais ça presque comme une... je roulais au bord d'un précipice, quoi. Je pars tout le mois de juillet au Cameroun, dans le pays Bamileke, et je reviens au mois d'août avec le sentiment que je devais me mettre à l'écriture de ce texte. Et petit miracle, on a parfois ce genre de moment-là dans une vie d'écriture. J'ai tout de suite eu l'idée de convoquer ce que je venais de vivre au Cameroun, c'est-à-dire une conversation que je venais d'avoir avec le roi de Bangangté, de Bangoula plus précisément, à qui j'avais dû rendre hommage puisque j'étais sur son territoire, donc j'étais allé me présenter. Et au cours de la discussion, donc là, je crois qu'il y aura des photos de la chefferie, parce que j'ai attendu très très longtemps l'arrivée du roi. Au cours de la discussion, à un moment, il me dit qu'il connaît bien Paris, et que une des choses qui l'agace à Paris, c'est de devoir payer 12 ou 15 euros pour entrer au musée du Quai Branly et pour y voir notamment deux objets qui viennent de son propre pays, de ses ancêtres, etc. Et moi je percute et je lui dis dans le fil de la conversation, je lui dis qu'effectivement un geste purement symbolique mais qui eût été beau, ça aurait été de donner les gratuités aux ressortissants des pays dont le musée possédait des œuvres. Et puis on en reste là. Et en fait, au mois d'août, ensuite, rentré en France, je repense à cette conversation et puis je me dis, mais voilà, en fait, c'est à partir de ça que je dois écrire. Pourquoi ? Parce que depuis une vingtaine d'années, l'Europe ne se définit, ou trentaine d'années, depuis les accords de Schengen, l'Europe ne se définit que de manière militaire. Elle est incapable de se donner une autre identité que celle de la fermeture de ses frontières. Évidemment, c'est un drame pour les gens qui cherchent à entrer en Europe, à se sauver pour rentrer en Europe. Mais c'est aussi un drame, en fait, pour les Européens, qui n'ont plus qu'une identité morbide à essayer de faire vivre. Et évidemment, ça ne peut pas marcher. Et donc, je me disais, voilà, alors que l'Europe ne sait plus penser qu'à elle-même, je voulais faire un pas de côté et écrire une fable africaine. C'était une façon pour moi de dire qu'on ne se définit jamais sans ses voisins. Je ne peux pas dire qui je suis si je ne regarde pas les gens qui sont autour de moi. Je ne peux pas dire qui je suis si je ne prends pas en compte les gens avec qui je vis dans le même immeuble. Et évidemment, c'est valable à la mesure d'un continent. L'Europe ne peut pas se définir si elle n'envisage pas la question de ses voisins, de ses liens avec les voisins, et donc, par exemple, l'immense proximité avec le continent africain pour des raisons historiques et géographiques. Donc j'étais très content de ce pas de côté qui m'évitait justement de verser dans le discours, tout en me permettant d'affirmer au moins cette conviction-là. Une fable qui a une origine bien réelle, et cette matière première qui est fournie par ce séjour au Cameroun, cette rencontre, ce séjour en pays Bamileke. Et
on en arrive donc à l'écriture. L'ouvrage paraît en 2005 aux éditions de la Contralée. Vous vous projetiez dans un avenir qui est déjà en partie notre passé, puisque on est par moment en 2017-2018 dans le livre. Pensiez-vous que cette question finalement des restitutions aurait une telle résonance dans les années qui suivraient la publication de ce conte ? Non, je ne suis pas devin, et puis ça n'est même pas une ambition, ça n'est pas un fantasme. En revanche, ça me permettait de parler de ce lien-là à l'Afrique d'une manière peut-être un petit peu plus légère. Je vais m'expliquer sur cette idée de légèreté. Dans tous les débats qui ont eu lieu là, à l'occasion de la remise de ce rapport dont on a déjà beaucoup parlé ce soir, certaines personnes essayaient de mettre en avant qu'il ne s'agissait que d'objets, que d'œuvres d'art. Le fait est que les rapports avec l'Afrique, le continent africain, sont horriblement complexes parce qu'effectivement on pourrait dire mais c'est rien du tout ces objets, puisqu'il faudrait d'abord que Total rende les puits de pétrole, déjà ce serait pas mal, comme ça le Congo par exemple serait moins pauvre, qui est un des pays les plus pauvres de la planète, et il faudrait par exemple que l'Europe arrête de soutenir tous les dictateurs pseudo-démocrates qui sont en poste là-bas et qui permettent justement à Total de continuer d'exploiter les puits de pétrole locaux et les autres richesses, l'uranium, etc., etc. Et donc on pourrait dire voilà, il y a plus urgent. Mais en fait, moi, il m'apparaissait que c'était quand même un événement, c'était quand même un moment dans notre histoire commune. C'était enfin, on arrêtait de snober une parole africaine, une demande africaine, une parole. On arrêtait de ne pas la considérer. Enfin, on la considérait. Et donc je me dis, ce début de changement de relation, ça n'est pas rien. Et donc, je pense que symboliquement, il échappe à la stricte sphère artistique, à la stricte question muséale, et qu'il peut peut-être ouvrir un autre type de rapport, une autre façon de considérer son interlocuteur, d'arrêter avec le mépris. Voilà. Alors, il est peut-être temps de lire un passage de Des lions comme des danseuses. Donc je prends au milieu du livre, c'est une lecture assez rapide. Donc l'Assemblée des chefs bamilékés a obtenu, en fait, en menaçant le musée de demander la restitution de quelques œuvres, l'Assemblée des chefs bamilékés a obtenu la gratuité du quai Branly. Une fois la gratuité du quai Branly obtenue en avril 2017, les juristes conseillant l'Assemblée des chefs prirent le temps de dessouler. L'empreinte du vin de raffia ou du vin de palme est autrement plus durable que celle d'un Bergerac ou d'un Cahors. Et la fête avait été très belle, légère. Une fois les maux de tête disparus, ils se dirent que cette victoire avait été obtenue bien facilement. Sans vouloir diminuer le poids considérable de vos mérites, chers collègues, il nous faut reconnaître tout de même qu'ils ont lâché assez facilement. Ronde jambe et pas de deux. Dans l'aube grise d'une terrasse, celle de la taverne des vainqueurs à Bangangté, ils avaient convenu d'une impossibilité, celle de se glisser dans la tête de leurs homologues français. Mais il y avait certainement anguille sous roche. Si les Français avaient lâché sur ça, c'était le signe qu'ils avaient plus à perdre dans cette affaire, qu'ils étaient bien contents, en somme, que les chefs traditionnels s'en tiennent à cela. Le conseil juridique ne pouvait deviner quel était le magot, mais ils décidèrent de ne plus voir dans cette gratuité qu'une simple étape. Avec cette victoire, ils se trouvaient de manière inattendue sur le seuil d'une brèche qu'il leur revenait d'explorer. « Allons-y, pas à pas », proposa le roi de Bangoulap à ses pairs, lors du fameux conseil des chefs de l'automne. Et au mois d'avril suivant, de l'année 2019, ils exigèrent, toujours en vertu du même chantage à la restitution, que les expositions temporaires présentant telle ou telle œuvre des collections du quai Branly devaient être gratuites aussi pour les nationaux de l'œuvre en question. Avec un brin de rouerie, il suggérait même que le mot « nationalité » désigne le groupe moderne et non l'ethnie, les Bamilékés ne possédant pas de carte ethnique, pas plus que les Bamouns. Si une œuvre de la région de Bangangté devait être présentée à Cologne, à Pérouse ou à Budapest, il faudrait que cette exposition soit déclarée gratuite pour tous les Camerounais, sans distinction, pour ne pas poser trop de problèmes aux agents chargés de l'accueil ou de la billetterie. C'était ça
ou faire dans la dentelle, et certains lieux ont les doigts trop gros pour la dentelle. Soit vous les découragez d'emblée, ces musées, soit vous les exposez à des procédures administratives ou judiciaires qui les échauderont de toute façon. Belle sollicitude, dut-on se dire à Paris comme à Bruxelles, à la lecture de ce nouveau dossier de réclamation. Et merci de vous occuper du moral de nos troupes. La gratuité des visas fut un temps exigée alors, mais par souci de cohérence seulement, et pour faire comprendre qu'ils avaient un beau jeu entre les mains. Les ressortissants du continent africain devaient pouvoir découvrir les expositions au sein desquelles telle ou telle œuvre de leur ethnie serait exposée. Le coût traditionnel du visa, entre 90 et 110 €, ne pouvait être une sorte de droit d'entrée déguisé dès lors que la gratuité des musées avait été entérinée. Comment comprendre cette somme, sinon ? Que personne n'était capable d'expliquer raisonnablement, car au final, ce n'était qu'un tampon sur un petit carnet sans la moindre vérification par aucun service. Belle sollicitude, oui. Agacé ou d'emblée fatigué par cette dispute qui revenait sur le tapis régulièrement lardé d'extensions incongrues, comme cet avenant donc sur les visas aux ramifications excentriques, lianes et racines invasives qui colonisaient vite des pans entiers des juridictions françaises dans la tête des fonctionnaires européens en charge de l'affaire, les commissions Afrique et Affaires culturelles eurent instantanément le sentiment de basculer dans le grand vide. La perspective de rendre gratuites toutes les expositions d'art premier, temporaires et permanentes, avait quelque chose de radical qui était horripilant. De fait, le dilemme n'était le suivant. À cette époque, la gratuité, la bourse ou la mort des arts premiers sur le continent européen. Mais imaginez que les Quechua réclament au nom des Incas la totalité des objets ou des bijoux exposés au musée de l'or du Pérou, certains trésors du musée Larco, qui est à Lima aussi, ou même plus au nord, du musée de l'or de Bogota. C'était le monde qui, subrepticement, se retrouvait au bord de la gratuité. Merci. De fait, comment vous situez-vous dans cette actualité patrimoniale des restitutions depuis la publication du rapport Savoissard ? Vous attendiez-vous à ces réactions, aux arguments réfutant cette proposition ou aux commentaires très violents pour certains qui ont pu être publiés ou dits sur des plateaux de télévision ou de radio ? Non, j'ai été très surpris par l'audience de ce rapport. J'ai été très surpris par la virulence de la polémique. À mon sens, cette virulence ne faisait que révéler ce que j'essayais de dire tout à l'heure, à savoir que la culpabilité reste colossale en Europe, et heureusement, qu'elle est maintenant de plus en plus connue, cette culpabilité, puisque cette histoire commune est de mieux en mieux connue, et que donc, à partir de ce moment-là, il est nécessaire d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, j'ai participé à des émissions de radio, et les autres invités étaient capables de se mettre dans des états de rage assez impressionnants, je me dis, mais c'est très bon signe, c'est parfait, ça veut dire qu'il est sur le point de craquer, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en lui qui n'arrive plus à contenir ce sentiment de culpabilité, qui est un sentiment de culpabilité évidemment collective. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Après, évidemment, là, les différents scientifiques qui se sont succédés, eux, jouent leur rôle, c'est-à-dire ils pointent la complexité du débat, la complexité du choix des œuvres, la nature des œuvres, la nature de notre regard sur ces œuvres. Moi, évidemment, j'ai une liberté différente. Je ne suis pas scientifique, juste saltimbanque, et je peux me permettre d'avoir un discours un petit peu plus tranché. Et je pense que, pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, je pense qu'il est nécessaire de rendre une grande partie de ces œuvres. Mais en fait, un aspect qui m'a intéressé et auquel j'ai pensé juste après avoir terminé l'écriture du livre, c'est la question comment est-ce qu'on rend la chose ? Une fois, j'ai entendu Jacques Derrida dans une conférence qui parlait de la notion de pardon. Il disait le pardon, on l'a beaucoup galvaudé, le pardon, c'est quand on pardonne quelque chose qui est impardonnable. C'est seulement à ce moment-là que ça devient un vrai pardon. Et bien l'idée de don, c'est la même chose évidemment. Et on l'entend très bien dans l'espèce de proverbe qui dit « donner c'est donner, reprendre c'est voler ». C'est-à-dire que quand on donne, on donne. C'est-à-dire que quand on donne, on n'examine pas ensuite les conditions de conservation sur place. Évidemment, on a le droit de se méfier peut-être des dictateurs dont je parlais, des pseudo-démocrates dont je parlais, qui pourraient mettre ça dans leur palais et puis tout d'un coup, ces œuvres-là ne seront pas plus visibles pour les populations qu'elles ne l'étaient en étant en France. Mais tout de même,
vous l'avez vu avec les photos de la chefferie, toutes les œuvres qui étaient là dans la chefferie exposées par le roi de Bangoulap sont évidemment au contact de la terre battue. C'est-à-dire qu'effectivement, certains fétiches vont peut-être avoir une durée de vie d'une 50aine d'années seulement parce que les termites vont les manger. Quand nous arrivons avec notre souci de la conservation, quand nous arrivons avec notre hantise de la disparition de certains objets, de certaines toiles, de certaines fresques, de certains murs, évidemment, on ne fait que transporter en Afrique une angoisse qui est la nôtre, qui est une angoisse de la mort, une peur de la mort, mais qui est la nôtre et qui n'est absolument pas celle de l'Afrique, qui n'est pas celle de l'Asie et qui n'est pas celle de l'Amérique latine non plus. Et donc, par exemple, je vais raconter une toute petite anecdote qui m'a beaucoup fait rire quand j'ai visité pour la première fois la ville de Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane, du côté de Limoges, tout le monde connaît le drame au moment où les troupes allemandes se retirent, massacre complet dans la ville, je ne sais pas, c'est 500 ou 600 personnes qui se font tuer par les Allemands. Donc il y a toute une partie de cette ville fantôme qui se visite et notamment il y a la place du village et il y a la photo la plus connue d'Oradour-sur-Glane montre une Citroën, une Citron, les fameux citrons noirs. Et en fait, pendant longtemps, les guides qui faisaient visiter Oradour-sur-Glane disaient c'est la 3e depuis la guerre, c'est-à-dire qu'on a dû remplacer la carcasse parce qu'elle était devenue trop abîmée. À chaque fois que les guides disaient ça aux visiteurs, les visiteurs étaient dégoûtés, ils avaient l'impression d'avoir été floués. Ce souci de l'authenticité, de l'objet authentique, c'est le nôtre. Ça n'est pas obligatoirement celui qu'on peut justement rencontrer en Afrique. C'est-à-dire qu'en Afrique, en fait, c'est la fonction de l'objet qui va le rendre sacré, mais qui va le rendre peut-être instantanément sacré, et non pas son histoire, et non pas sa façon de durer à travers le temps. Et donc, quand on exige qu'il y ait des vitrines en bonne et due forme pour accueillir telle ou telle parure que nous-mêmes nous avons protégée pendant un siècle, je crois, on se trompe. Et on se trompe aussi sur le vrai discours de ces objets-là, qui pour certains sont des objets sacrés, alors que nous, effectivement, nous les avons transformés en objets à contempler et en objets derrière des vitrines, c'est-à-dire en fait en objets qui ne nous parlent plus. Et donc il faut redonner la parole à ces objets-là, et c'est-à-dire les remettre dans le cycle de la vie, et c'est-à-dire peut-être les laisser être exposés à nouveau à une détérioration. Je finis juste sur une dernière petite anecdote dans un incroyable roman de Serge Rezvani que j'imagine plusieurs conservateurs ici ont dû lire puisqu'il s'agit de questions muséales, qui s'appelle L'origine du monde. Il est question d'un personnage qui habite dans les combles du Louvre et qui chaque nuit descend voler des tableaux pour, alors qu'il ne sait absolument pas peindre, rajouter par exemple sur un tableau de Corot, il rajoute un arbre. Mais il ne sait absolument pas peindre, donc c'est un massacre. Il le sait que c'est un massacre. Sauf qu'en fait, il veut lutter contre le pouvoir de mort qui est inhérent un peu à la logique du musée. Et il dit, en fait, en faisant ça, je les ramène du côté de la vie. Je les prolonge. Il a cette expression qu'il utilise tout le temps, ce personnage, je les prolonge. Et bien pour moi, un peu, ramener du côté de la vie ces objets-là, c'est les exposer à nouveau à la mort, mais en fait, c'est aussi les rendre à la vie. C'est-à-dire que ce truc-là, il est indémêlable, et je trouve que c'est la partie magnifique dans la question de la restitution. Et peut-être ce sera ma dernière question avant d'éventuellement laisser la parole au public. En vous relisant, j'ai été marqué par la multitude d'enjeux aux échos terriblement actuels en fait, soulevés par cette fable. Alors la cascade des conséquences de la demande de gratuité d'accès aux collections qui amène une transformation nécessaire de l'Europe, la reconnaissance de l'histoire de l'Afrique, mais aussi, et là je vous cite, cette Europe britanniquement perçue comme un piège et un boulet, ou encore ces milliers d'individus noyés au large des côtes européennes. Quel est votre lien finalement à l'histoire et comment percevez-vous l'attachement de notre société au patrimoine au-delà de cette fable finalement magnifique que vous avez écrite il y a 5 ans ? Bon, d'abord, il fallait pas être devin pour dire que pour les Britanniques, l'Europe est un piège, puisque c'est peut-être le cas depuis le début. Et en fait, on a plus appris à se détester qu'à s'aimer avec les Anglais. Donc bon, ça c'est une petite boutade. Ensuite, encore une fois, il me semble, je vais peut-être terminer sur ça, même si c'est un peu grossier, il me semble que faire polémique autour de cette question de la restitution est un peu obscène quand on voit à quel moment ça intervient dans notre histoire commune, encore une fois. Et qu'est-ce que c'est notre histoire commune aujourd'hui, depuis maintenant 5-6 ans
C'est la mer Méditerranée qui est devenue un tombeau. C'est la mer Méditerranée qui est devenue un cimetière avec des milliers de personnes qui meurent noyées parce que les dirigeants français, italiens notamment, un peu moins espagnols, mais interdisent aux quelques navires armés par des privés, par des fondations, etc., leur interdisent de prendre la mer pour aller sauver ces gens-là. Et je me dis, mais bon sang, mais quelle honte, quoi. Comment est-ce qu'on peut encore refuser, ne serait-ce que cette petite considération-là de la restitution des œuvres d'art, c'est-à-dire d'une forme de fierté, c'est-à-dire aussi d'un lien à l'histoire. Tout à l'heure, je m'étais jamais fait la réflexion, mais tout à l'heure, évidemment, l'ancienne directrice du musée du Quai Branly rappelait, ou quelqu'un d'autre, rappelait la phrase de Sarkozy, qui a été amplement commentée. Mais évidemment que si on veut aller dans son sens à lui, qui est évidemment un sens dégoûtant, c'est une idée dégoûtante, c'est une bêtise incroyable, mais si on veut aller dans son sens à lui, évidemment qu'ils ne sont pas rentrés dans l'histoire, on leur a retiré les traces de l'histoire. C'est-à-dire qu'en prenant ces objets, en faisant que tout d'un coup il y avait des trous complets dans les signes de leur histoire, mais évidemment que le rapport à l'histoire, il peut être que compliqué. Le fait est que ça n'est pas vrai, mais en tout cas, le lien, il est là, il est évident. On ne peut pas en même temps leur taper dessus. C'est la double peine. On ne peut pas leur taper dessus en leur disant « vous connaissez rien à l'histoire » si c'est nous-mêmes qui avons effacé leur histoire, quoi. Ou si c'est dans nos musées à nous qu'il faut venir voir cette histoire-là. Donc voilà, encore une fois, moi j'ai une espèce de liberté de parole qui me permet de dire peut-être un peu tout et n'importe quoi. Je laisse les gens en juger, mais c'est une réaction de citoyen, c'est juste une réaction de citoyen. Ensuite, moi, à partir de ça, j'essaye d'écrire une fable qui va vers le comique, qui va vers le grotesque, c'est-à-dire que j'imagine l'implosion complète de cette Europe morbide-là, mais je le fais en me disant que même dans ce côté grotesque, il y a peut-être quelque chose de pertinent. Merci. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement dans la salle ou en ligne ou... Voilà, oui. Alors, l'orateur dit sentiment de culpabilité. Ne serait-ce pas plutôt de l'orgueil, voire un instant de possession ? Vous ne comprenez pas. C'est la question, mais c'est-à-dire que sentiment de culpabilité, point, ne serait-ce pas plutôt de l'orgueil, voire un instant de possession ? Ah oui, mais bien sûr, mais tout ça, ça joue. C'est-à-dire que nos richesses, et évidemment les collections de ces musées-là font partie de nos richesses, ensuite nous amènent à vouloir les défendre, en oubliant immédiatement qu'il ne s'agit pas de nos richesses à nous. Mais en fait, la fierté devant l'histoire coloniale, il y a encore plein de monde aujourd'hui pour la défendre. J'ai écrit un texte pour la Porte Dorée, et je me suis retrouvé à nouveau devant des articles qui m'ont rappelé qu'en l'an 2000, quand le maire de Paris a voulu faire poser une plaque commémorant le massacre des Algériens du 17 octobre 61, toute une partie du conseil municipal de Paris s'est opposée à ça, a fait scandale. C'est quand même incroyable, 40 ans après, de continuer de refuser d'entendre les cris d'effroi de tous ces gens qui ont été noyés dans la Seine cette nuit-là. Donc le sentiment de culpabilité se nourrit en fait de plein de manières différentes. Et effectivement, l'orgueil et le sentiment de possession viennent le nourrir d'une manière très étrange. Est-ce qu'il y a une question éventuellement dans la salle ou... Je ne vois pas plus que la personne précédente la salle, donc je peux... Alors, je finirai peut-être, en histoire de l'art, on a des totems, et un de ces totems, c'est Walter Benjamin. Et Walter Benjamin, il a dit ceci: le passé réclame une rédemption dont peut-être une toute infime partie se trouve à être placée en notre pouvoir. Voilà. Merci. Merci Arnaud.